Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Il fut de ceux qui, à Londres en 2012, ont, coûte que coûte, défendu les couleurs françaises, quitte à terminer un parcours olympique avec une seule reine. Il fut 4 ans plus tard à Rio, une fois encore sélectionné pour porter la veste bleue. Souvenez-vous, il était même avec son cheval phare, avec son cheval star, Hermès Ryan, l'un des favoris. La dure loi du sport les a, cette année-là, tenus à l'écart. Ryan étant blessé, ils ne prirent pas le départ du championnat olympique. Mais il fut, encore une fois, sélectionné pour représenter la France à Tokyo 5 ans plus tard. Les années s'écoulent et Simon Delestre fait fi de l'exigeante ranking list mondiale et parvient à conserver championnat après championnat et à rester sur le bateau, comme il l'expliquera dans cet épisode. Ce nom, vous le connaissez tous, Delestre comme Simon, Delestre comme Marcel, son père. Alors bien sûr, nous lui avons demandé dans cet épisode quel rôle ce père entraîneur national avait bien pu jouer dans la construction de sa carrière. Et bien sûr, nous avons parlé avec Simon de sport, des sacrifices qu'il faut faire pour rendre compatibles les métiers de papa et de cavalier, de la place de numéro 1 mondial qu'il occupa déjà plusieurs mois par le passé, et puis évidemment de Caïman et de Hermès Ryan. J'espère que cet épisode vous plaira. Comme toujours, n'oubliez pas de nous déposer quelques mots pour partager avec nous vos apprentissages suite à l'écoute de cet épisode, ou de nous déposer 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous aider à rendre ce podcast visible. Si vous écoutez ce podcast ou si vous suivez notre agence de communication Éclat Agency depuis un moment maintenant, il est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler de la marque Allo-Disquaire. Si cette marque française se développe depuis plusieurs années, notre relation avec sa fondatrice Élodie se poursuit elle aussi avec le temps. Et c'est pour cette raison que nous sommes très fiers de pouvoir communiquer sur cette marque et cette amitié à l'occasion de cet épisode consacré à leur cavalier partenaire Simon Delestre. Si je devais définir Allo-Disquaire en quelques mots, voici ceux qui me viendraient à l'esprit. Bien-être, performance et responsable. Je m'explique. Allo-Dis, c'est d'abord des produits 100% naturels et biologiques. Les produits Allo-Disquaire ne contiennent pas d'additifs, de silicone, de parabènes, de conservateurs ou encore de parfums de synthèse. Des huiles végétales, des plantes, des huiles essentielles, de la cire d'abeille et c'est tout. Un complexe d'ingrédients bio et naturels, ni plus ni moins. Les produits Allo-Dis sont développés dans le but principal de maximiser le bien-être animal et de soutenir leur confort. Ils sont conçus pour respecter le corps et les besoins physiques et physiologiques des animaux, tout en alliant la performance. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'Allo-Dis est partenaire de nombreux cavaliers de haut niveau. Et enfin, last but not least, chez Allo-Dis, tout est pensé pour avoir l'impact écologique le plus faible possible. Parce que ce qu'on aime, c'est aussi partager nos expériences personnelles, que ce soit Lorlaï ou moi, nous avons toutes les deux eu l'opportunité d'utiliser les produits Allo-Dis. Par exemple, sur ma jument, au retour d'une pause prolongée, j'ai utilisé l'Actimuscle pour sa remise au travail et sa prise de masse musculaire. J'utilise le Work Recup sur les membres après une séance d'obstacles pour une bonne récupération et le Hot System en massage du dos avant l'effort. Dans ma pharmacie, il y a toujours un peu de Focus Control pour gérer le stress avant le départ au concours et de l'Alicalm pour les petits bobos du quotidien. Bref, je ne saurais pas trop vous dire quel est mon produit préféré. Ce que je sais, c'est que les produits sont pour ma part à 100% testés et approuvés. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de cette marque française et normande, je vous conseille d'écouter l'épisode 21 du podcast qui était consacré à Élodie, fondatrice d'Allo-Disquaire. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am Equestrian, le podcast. Bonjour Simon. Bonjour. J'espère que vous allez bien déjà. On est ici installé au Saut Hermès dans un atelier temporaire relocalisé juste à côté de la piste du Saut Hermès pour enregistrer cette interview.
Le principe est simple, c'est le même que d'habitude. On va vous poser des questions, revenir sur votre vie, votre parcours. Mais derrière, en fond, il y a donc un artisan de la maison Hermès qui est en train de fabriquer une selle. Donc si vous entendez des bruits de marteau, etc., c'est normal. C'est même le principe de ce format. Vous êtes donc un cavalier de la maison Hermès depuis de nombreuses années maintenant. On sait que c'est un événement très spécial pour vous et que vous êtes très très sollicité. Donc merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Je vais essayer de revenir très très rapidement sur votre palmarès. Vous êtes né en 1981 à Metz. Vous occupez la première place de la Longines Ranking List en 2016. Vous devenez numéro 1 mondial et vous êtes le 3e Français à devenir numéro 1 mondial. Vous êtes donc le fils de Marcel Delestre, ancien cavalier international, et j'ose imaginer qu'il n'a pas été pour rien dans votre carrière. Vous avez vécu de très belles années à Poney, champion de France 2 fois en 94 et 95. Champion de France Poney, l'année de vos 18 ans. Et puis ensuite, vous avez peu à peu grimpé les échelons. Vous êtes arrivé au niveau senior, vous êtes entré dans l'équipe de France. Il y a eu Londres, il y a eu Rio, il y a eu Tokyo en 2021. Et puis cette année, vous revenez avec un nouveau cheval peu commun, Caïman, avec lequel vous allez être ici au Hermès. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur votre palmarès. On va revenir un peu à vos débuts, Simon. Vous êtes issu donc de la famille Delestre. Vous avez grandi dans une famille de cavaliers. On peut aussi dire d'hommes de chevaux, je pense. Est-ce que vous pourriez nous raconter vos premiers souvenirs auprès d'un cheval ? Les premiers souvenirs auprès des chevaux, non, je ne les ai pas parce que c'est tellement vieux que ça me revient pas tout de suite. Après, j'ai fait mon premier championnat de France, j'avais 7 ans. J'ai toujours été plus ou moins un cheval. Juste entre 8 et 9 ans parce j'avais un bon poney quand j'avais 7 ans qu'on a vendu, et après on a eu un peu de mal à retrouver un qui était sympa. À l'époque, c'était pas facile de trouver les poneys jusqu'au moment où j'ai trouvé Panama, où j'ai rencontré Panama, qui était un cheval des haras nationaux à l'époque. C'était un pur sang arabe et c'était, pour les poneys, c'était vraiment un crack. Il a absolument tout gagné et c'était vraiment le début ou le lancement de ma carrière, on va dire. Alors Simon, on sait que vous êtes cavalier reconnu, que vous avez fait les plus belles épreuves depuis vos jeunes années, on vient de le dire, vous avez un beau palmarès, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous êtes présent dans les médias. Mais en fait, on vous connaît peu, vous restez discret. Alors je vais vous poser une question qui va être certainement la plus compliquée. Qui êtes-vous ? Évidemment, de toute façon, on est exposé publiquement, donc c'est quand même important pour moi de garder une vie privée. On expose bien sûr ce qu'on fait, notre sport, on essaye de promouvoir, de donner un maximum de visibilité pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'on fait. C'est un sport qui est de plus en plus médiatique, mais qui ne l'est encore pas assez par rapport à ce que je pense. Comme ça, les gens peuvent aussi prendre conscience de ce qu'on fait avec les chevaux, des soins qu'on apporte aux chevaux, de l'attention qu'on leur donne. Voilà, notre vie est complètement tournée vers les chevaux et le bien-être de ces athlètes qui sont, faut le dire, des cracks et des personnalités hors normes. Donc on essaie vraiment de développer ça. Et après, c'est vrai que côté vie privée, ça ne regarde pas forcément le grand public. Mais alors, votre trait de personnalité, si vous deviez vous décrire, j'imagine que vous rencontrez un inconnu, vous n'allez pas lui dire « Bonjour, je suis Simon Delestre, cavalier olympique de l'équipe de France ». Comment vous vous décririez en tant qu'athlète, en tant que personnalité ? Moi, déjà, c'est pas que je fais des rencontres toutes les 5 minutes. Parce que je passe ma vie à cheval ou à travailler mes chevaux. Moi, ma vie est vraiment orientée vers la compétition, vers les Jeux de Paris, vers les prochaines échéances. Voilà, moi je suis vraiment focus là-dessus et c'est pas que j'ai beaucoup de temps à côté pour faire autre chose. Le peu de temps que je vais avoir, je vais le consacrer à ma famille. Donc voilà, c'est ou les chevaux ou ma famille. Si vous deviez nous raconter votre vie de cavalier en grandes étapes, en grands chapitres, est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur les étapes et les périodes qui vous ont mené jusqu'ici, où vous en êtes aujourd'hui, et peut-être aussi les personnes qui ont été clés dans le développement de votre carrière ? Alors je dirais que les personnes clés, c'est assez simple, ça va être ma famille, essentiellement mon père. Après, j'ai essayé un peu de me nourrir de plusieurs grands cavaliers que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'ai réussi à monter dans le ranking mondial.
Donc ça, je pense que le fait de rester ou de côtoyer tous les week-ends les meilleurs mondiaux vous permet de rester vous-même au niveau. C'est vraiment pour moi le plus important, de ne pas quitter le train, de rester toujours dans le wagon et de continuer de se battre malgré des fois on a des chevaux qui sont supérieurs à d'autres, mais il faut toujours rester pas loin des meilleurs, sinon si on décroche ça va être vraiment compliqué de revenir. Après les étapes, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un bon poney, comme je disais, Panama pour me lancer, qui m'a permis de faire 3 championnats d'Europe poney. Après j'ai eu quelques chevaux que mon père m'a laissé, qui faisait lui-même les grands prix nationaux et qui m'a laissé pour faire les juniors. Donc j'ai eu aussi la chance de faire 3 championnats d'Europe juniors. J'ai eu quelques médailles en junior, j'ai été aussi champion d'Europe jeune cavalier, j'ai aussi fait 2 championnats d'Europe, donc c'est vrai qu'avant 21 ans j'avais déjà fait 8 ou 9 championnats d'Europe dans la catégorie jeune, ce qui donne pas forcément une obligation d'être bon par la suite, mais qui donne quand même une bonne expérience et un bon bagage. De toute façon, c'est des années importantes. Après, il y a des gens qui n'en font pas et qui arrivent à haut niveau d'une autre manière, mais en tout cas ça c'était mon parcours. Et puis après, c'est sûr que les jeunes cavaliers aux seniors, c'est pas une marche, c'est une falaise. Hein. Donc ça, c'est vraiment le plus difficile. J'ai effectivement continué d'avancer dans les grands prix nationaux. J'ai eu quelques bons résultats. Et ça m'a pris quand même 3-4 ans à réussir à intégrer le top 30 mondial. J'ai intégré à 27 ans. J'en suis jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui est important, comme je dis, de ne pas en sortir, mais c'est vrai que pour l'intégrer, il faut aller, et c'est vraiment l'étape, je dirais, la plus importante et la plus difficile. Mais bon, on a réussi, et puis après j'ai eu quelques cracks chevaux qui se sont enchaînés. Après, je pense que vraiment c'était lancé, mais la plus grande marche a été entre 21 ans et 25-26. Ça a été décisif pour vous, cette période-là? Je pense pour tout cavalier, c'est la marche qu'il faut réussir à franchir pour passer le next step. Vous avez dit quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'interviews. On a interviewé Ken Farrington il n'y a pas très longtemps et qui nous a dit que lui, il avait beaucoup appris en observant. Là, vous nous avez dit qu'en fait, le fait de côtoyer les meilleurs cavaliers vous a permis aussi de rester au meilleur niveau. Est-ce que vous pensez que c'est une des clés majeures du succès, d'être là, de pouvoir les observer, de pouvoir communiquer avec eux? De toute façon, oui, tout découle du haut niveau. Donc, d'être là, de parler avec les meilleurs, les idées découlent du haut niveau. Donc, c'est vrai que de parler toutes les semaines avec les meilleurs, de aussi comparer les points de vue, les expériences, ça fait, ça n'a pas de prix. Vous l'avez mentionné, votre père Marcel a beaucoup compté dans votre carrière, vous a beaucoup soutenu. Il a lui-même une très longue et solide expérience derrière lui de cavalier international d'abord, puis entraîneur des équipes de France junior et jeunes cavaliers, ensuite sélectionneur de l'équipe colombienne et puis les années qui suivirent du Maroc. J'imagine que vous avez pu capitaliser aussi sur son expérience. Qu'est-ce que vous avez pu en retirer en fait de cette expérience qu'il vous a mis à disposition, j'imagine aussi pour construire votre carrière? Après, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais c'est de partir tout de suite dans la bonne direction. Ça, c'est aussi très très important, de ne pas chercher une direction, de savoir ce qu'on doit faire. Ça c'est très important, d'avoir tout de suite les bons conseils. Ça vous permet d'être tout de suite sur la bonne voie et sur les bons rails. Après, bien sûr, j'ai grandi avec ça, donc ça me paraissait naturel. Donc c'est pas que c'est un conseil particulier, mais c'est une vision et une habitude qui fait qu'en fait on voit tout de suite ce qu'il faut faire et on se pose pas la question de se dire on devrait peut-être faire comme ci ou comme ça, de tout de suite savoir où on va, d'avoir les conseils qui sont justes directement, ça c'est très important aussi. Vous diriez que vous partagez vraiment la même vision du sport, de l'animal, du saut d'obstacle que votre père, que Marcel? Dans mes premières années, bien sûr, et après je pense que chaque cavalier a sa façon de monter et doit développer son propre feeling et son propre talent et faire un mix de tout. Il n'y a pas quelque chose, c'est pas de recréer quelque chose à identique, c'est juste de s'inspirer et de se nourrir de ce qui peut nous apporter à soi-même parmi tout ce qu'il y a de bon à prendre. Vous nous avez dit à l'instant que ça fait plusieurs années que vous êtes dans le top de la ranking list. Et ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, quand on a préparé cette interview, beaucoup de gens nous ont dit « Simon, il est incroyable parce que en fait, il a toujours fait partie depuis des années du meilleur niveau. Toujours très, très près de la tête de la ranking list. » Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rester aussi longtemps à ce niveau-là? Quel système est-ce qu'il faut? Quel sacrifice est-ce qu'il faut faire aussi? Comment est-ce qu'on dure?
Sacrifice 100%, ça c'est clair. C'est H24. Aujourd'hui, quand j'ai la chance d'avoir les chevaux que j'ai dans mes box, c'est déjà penser au prochain. Et pas attendre que ceux-là finissent leur carrière ou soient vendus en se disant je vais avoir une saison compliquée parce que j'ai pas prévu en amont. Après, c'est aussi du coup beaucoup de travail, c'est partir avec un large groupe derrière de jeunes chevaux qu'on sélectionne, qu'on achète, et parmi, je sais pas, moi je vais dire un exemple lambda, mais parmi une quinzaine, on se dit on a 15 bons chevaux, quand il y en a 2 qui arrivent à haut niveau, de ce niveau-là, je parle du tout haut niveau, c'est déjà bien. Donc il faut continuer en permanence de chercher, de travailler, d'investir, d'avoir les yeux ouverts et de pas à un moment se dire là je suis bien pendant 2-3 saisons parce que mes chevaux sont jeunes et je vais pouvoir en profiter, et on verra quand ceux-là seront finis pour les suivants, alors là c'est le début de la fin. Après, c'est sûr que c'est une quête perpétuelle de recherche et d'excellence. Il y a autant de cavaliers que de systèmes. Il y a des cavaliers qui vont avoir des partenaires privilégiés, des propriétaires privilégiés, des cavaliers qui vont travailler avec des fonds d'investissement, etc. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce système que vous avez construit et qui a un peu pivoté aussi, j'ai l'impression, ces dernières années, que vous avez fait évoluer Comment est-ce que ça fonctionne pour vous, pour pouvoir avoir ce piquet de jeunes chevaux que vous faites évoluer, pour pouvoir conserver quelques bons chevaux vers le haut niveau et sans cesse se renouveler? Est-ce que vous avez un fonctionnement particulier? J'ai toujours le même système, la base est toujours le même, c'est que de toute façon, à un moment, il faut que je vende pour acheter. Donc ça, c'est une équation qui est indispensable. À un moment, il faut que je réalise un cheval qu'on a construit, il faut que je réalise pour pouvoir investir dans les jeunes qui vont venir pousser. Après les Jeux, on a vendu Berlux et ça nous a permis de réinvestir dans le Caïman. Donc c'était le meilleur choix qu'on pouvait faire. Il faut toujours, c'est difficile de séparer des chevaux qu'on a construits pendant des années, qui vont bien, qui sont au top. Mais c'est à ce moment-là que la valeur marchande est la plus forte. Et malheureusement, c'est indispensable. Le jour où je ferai plus ça, j'aurai plus les fonds pour réinvestir dans les plus jeunes. Et alors, il faudra accepter de descendre dans le ranking. Après les Jeux, justement, il y a donc plusieurs chevaux de l'équipe de France qui ont été vendus, qui sont partis sur le marché du commerce, etc., notamment Berlux et Urvoso. Et le grand public a eu du mal à comprendre, en tout cas c'est le sentiment qu'on en a eu en lisant les réactions sur les réseaux notamment. Le grand public a eu du mal à comprendre que la fédération, notamment par exemple, ne puisse pas intervenir pour sécuriser ses chevaux pour de futures Olympiades. Est-ce que vous pensez que c'est une affaire fédérale de pouvoir équiper les cavaliers ? Absolument pas. Moi, j'avais j'avais dans l'idée d'aller faire les Jeux de Tokyo avec Berlux, c'était mon objectif principal. Mais derrière, j'avais déjà 4 chevaux en préparation dans l'idée des Jeux de Paris, sans savoir lequel va être sélectionné et si je vais aller à Paris, bien sûr. Mais dans mon planning et dans mon plan, c'est de toute façon, je comptais pas sur Berlux pour Paris. J'avais des chevaux en préparation qui pour moi étaient vraiment quasiment les meilleurs chevaux que j'ai croisés de ma carrière, que j'ai dans mes box depuis 4, 5 ou 6 ans certains, qui sont chez moi au show, que les gens ne connaissent pas. Mais ça c'est mon mix, c'est ma sauce. Et voilà, c'est des plans. J'essaye toujours d'avoir au moins un coup d'avance. Et là, j'avais la chance, on a déjà capitalisé sur 3 ou 4 chevaux depuis 4 ou 5 ans en vue de Paris. Après, j'ai eu Berlux en cours de route parce que ces chevaux-là n'étaient pas prêts pour Tokyo, bien sûr trop jeunes. Et du coup, on a poussé vraiment Berlux à ce moment-là. Mais de toute façon, même si je l'avais encore dans mes box aujourd'hui, c'est pas lui qui irait à Paris. Donc quand on dit oh c'est dommage, non, c'est pas dommage, c'était prévu. Dans mon système, c'était prévu. Simon, vous avez, je crois, tout d'un cavalier moderne. Vous êtes présent dans le top niveau, vous avez le système aujourd'hui qui fonctionne, en tout cas qui semble fonctionner, vous êtes médiatisé, en tout cas vous essayez de l'être. Les sports équestres ont énormément évolué, je pense que vous serez d'accord avec moi, ces 10 dernières années. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être un cavalier de haut niveau en 2023 ? Qu'est-ce qu'il faut pour être au meilleur niveau et puis pour pouvoir compléter toutes ces qualités-là en fait ? C'est pas facile parce qu'on doit remplir, je dirais, énormément de cases. Aujourd'hui, bien monter, être travailleur, c'est des conditions qui sont indispensables, c'est même pas que c'est une option. Et après, il faut avoir un peu de chance, beaucoup de gestion,
un plan bien précis de savoir où on va, avoir des gens de confiance pour les achats des jeunes chevaux en qui on peut se reposer quand ils trouvent un cheval, même pas avoir besoin d'aller essayer et faire confiance. Il faut avoir une équipe autour de soi compétente et vraiment sûre, qui fait qu'on a beaucoup de soutien, parce que c'est vrai que nous on se déplace beaucoup, on est souvent tout le temps au concours, donc il faut réussir à être partout avec tout le staff et un groupe de personnes solides autour. Comment est-ce que vous voyez la suite, vous, des sports équestres? Alors c'est toujours une question très difficile, mais quand on l'a vu évoluer autant ces dernières années, comment est-ce qu'on peut imaginer le futur des sports équestres? Je pense qu'aujourd'hui on est à un niveau qui est vraiment haut et qui est chouette. Je pense qu'on a une évolution qui est exceptionnelle. Je ne sais pas si on aura encore la même évolution aussi grande sur les 10 prochaines années, mais je le souhaite. Si on a la chance d'avoir un peu plus de médiatisation, ça pourra encore faire grandir notre sport. J'espère que ce sera le cas, mais en tout cas, j'imagine que c'est sur la bonne voie. On avait eu la chance d'avoir un peu de traiter cette thématique avec Eric Nabel l'année dernière, qu'on a rencontré aux États-Unis, avec qui on a enregistré un épisode et qui nous disait un peu la difficulté de savoir justement rebondir, de savoir rester dans le coup, et il avait le sentiment que lui peut-être à certains moments n'avait pas réussi à saisir ce train d'être vu, d'être médiatisé, de se montrer, etc. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir un travail à faire quand vous allez ne plus être aussi jeune qu'aujourd'hui pour garder le cap en fait, pour toujours rester dans le coup du sport, même quand il évolue et qu'on n'en a pas encore saisi toutes les nouveautés? Ouais, la seule chose pour rester dans le coup, c'est de rester dans le wagon. Vous avez aujourd'hui John Whittaker qui a 64 ans, il est là tous les week-ends et il est dans le coup parce qu'il est là. À partir du moment où on décide peut-être d'avoir une vie autre que les chevaux tous les week-ends, là il faut accepter de décrocher et revenir, ça va être compliqué. Donc moi je pars du principe que tant que j'en ai la force physique et mentale de sacrifier tout mon temps et toute ma vie au concours tous les week-ends, je resterai en haut. Et puis si un jour j'ai envie de passer plus de temps à faire autre chose, à accompagner mes enfants s'ils veulent monter et les aider tant que je peux, et que je fais un peu moins de concours, ça va décrocher et revenir, ça va être 4 fois plus difficile que d'y rester. Est-ce que de rester dans le top de la ranking, c'est un peu une quête? On le sait, c'est énormément de compétitions, peut-être 50 compétitions par an, j'imagine, à peu près, un peu moins. Ouais, c'est quasiment tous les week-ends, à l'exception de quelques week-ends que vous pouvez avoir off. Et on avait discuté avec Peder Fredriksson, pour le coup, qui nous disait que quand il avait mis en place un plan pour être numéro 1 mondial, c'était 100% focus devenir numéro 1 mondial, mais que c'était pas quelque chose qui pouvait être pérenne, parce que justement, c'était beaucoup de sacrifices. Est-ce que pour vous, le top de la ranking, c'est vraiment un objectif fort? Moi, j'ai la chance de l'avoir déjà fait une fois. Donc, je pense que dans une carrière de cavalier, quand on s'en approche ou qu'on pense qu'on peut s'en approcher, tout cavalier veut pousser au maximum pour y arriver. Ce que j'ai fait aussi quand j'avais 3 chevaux. À ce moment-là, j'étais focalisé là-dessus et on comptait les points. Et vraiment, on essayait de viser chaque épreuve, chaque point, chaque classement. On savait qu'il fallait pas être plus loin qu'eux, mais pas prendre trop de risques pour quand même assurer un nombre de points suffisant. Donc ça a été fait. Donc si ça revient, ce sera formidable, mais ce ne sera pas la même quête que ce que j'ai fait à l'époque. Maintenant, j'ai effectivement les chevaux l'année prochaine ou fin de saison pour être haut dans le ranking, mais ce sera plus un objectif qui va venir s'il doit venir. On a parlé beaucoup des bons moments, Simon, on a parlé de votre palmarès, etc. Il y a eu aussi des moments un peu plus difficiles dans votre carrière, et je pense notamment à Londres en 2012 où votre reine casse en première manche de la finale par équipe. Il y a eu aussi Rio, quand vous êtes favori complètement pour ces Jeux Olympiques et que Ryan se blesse quelques jours avant le début de la compétition. Comment est-ce qu'on vit ces moments-là? Comment est-ce qu'on rebondit après ça? Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Alors Londres ça va parce que Londres j'ai quand même sauté le dernier, je me trouve avec 6 points, ce qui n'est pas une catastrophe. Je repars à 0 en finale individuelle, je fais une bonne finale individuelle, donc voilà, ça c'est pas un incident de parcours qui aurait pu être dramatique mais qui ne l'a pas été. Rio ça restera gravé et dur à encaisser quoi qu'on en dise et à chaque fois qu'on en parle.
pour moi, mais aussi surtout pour Ryan qui méritait d'avoir dans son palmarès quelque chose de grand aux Jeux Olympiques. Il a tout eu, il lui manquait que ça, il était au top de sa forme. Après, sortir sur blessure sportive, c'est une chose. Maintenant, voilà, c'est arrivé la nuit dans le box. Arrivé le matin, on ne saura jamais ce qui s'est passé, donc ça restera de toute façon une frustration énorme. Mais bon, comme tout sportif, un claquage, voilà, un imprévu, qu'est-ce que vous voulez faire? Si on ne peut pas accepter ça, alors il ne faut pas faire de sport. Je suis reparti la semaine d'après avec Chezal, je gagne le Grand Prix à Valence. Je pense que voilà, il faut continuer d'avancer, de rebondir, de garder ça ancré, ce qui ne tue pas rend plus fort, donc de garder ça ancré et de continuer d'avancer. De toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce que vous êtes, Simon, à l'instar d'un Steve Garda, d'un Kevin Stott, un cavalier d'équipe, ce qu'on appelle un cavalier d'équipe? Alors moi, je suis déjà bien sûr un cavalier d'équipe au sens propre du terme. C'est partager quelque chose en équipe, ça a toujours une valeur supérieure. C'est quelque chose d'un peu différent. C'est le seul moment où on ne monte pas pour soi-même. Donc c'est des moments forts et peut-être encore plus forts que des fois en individuel. Après, moi j'ai toujours un plan pour mes chevaux en premier. Donc un cavalier d'équipe, quand ça correspond au planning de mes chevaux, oui. Quand si c'est pas dans le planning des chevaux, non. C'est d'abord les chevaux et puis après le sport. Quand vous construisez votre calendrier en début de saison pour les différents chevaux, etc., comment vous gérez le fait de privilégier un circuit par rapport à un autre, une échéance par rapport à une autre? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des objectifs de médailles? Est-ce qu'il y a des objectifs financiers? Est-ce qu'il y a des objectifs de ranking? Un peu tout? En fait, tout est complètement lié. Tout est vraiment étroitement lié. C'est vrai que sur mon planning cette année, j'ai mis beaucoup de Coupes des Nations parce que j'ai la chance d'avoir des chevaux prêts et qui se prêtent à faire ce format d'épreuve. Quand j'avais par exemple Chezal qui sautait pas une rivière, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aller faire une Coupe des Nations, c'était inenvisageable. Donc quand j'ai les chevaux qui s'y prêtent et qui sont prêts à le faire, j'ai toutes les Coupes des Nations, elles sont quasiment sur mon calendrier. Je ne sais pas si vous allez accepter de nous parler de cette partie-là, parce que vous avez dit que votre vie privée, vous aimez qu'elle reste privée, mais juste une question là-dessus. Vous avez donc votre compagne Magali et vous avez des enfants. En 2019, vous avez dit dans une interview rapide de Grand Prix que vos enfants se plaignaient souvent de vos absences. Comment est-ce qu'on fait quand on est cavalier de haut niveau, que ça prend, on le sait, autant de temps, autant de déplacements, etc., pour gérer cette vie pro, cette vie perso, et puis vos enfants, évidemment? Malheureusement, ça, c'est une partie de ma vie qui ne peut pas changer. Moi, je suis parti du mercredi au dimanche, souvent. Après, maintenant, ils grandissent, alors c'est un peu plus difficile de les avoir avec, mais on essaye quand même de les emmener au maximum de ce qui est possible. Après, début de semaine, essayer de leur consacrer du temps. Mais bon, ça les endurcit aussi. Donc, comme les chevaux. Exactement. Mais oui, c'est vrai que là, ils viennent et je suis ravi qu'ils puissent venir ce week-end. C'est toujours formidable de pouvoir les avoir. Mais après, voilà, avec l'école, ils grandissent. Luna commence à monter. Donc, donc tout ça, c'est beaucoup à gérer. Est-ce qu'on se lasse de cette vie-là un jour, d'être toutes les semaines, partir le mardi soir ou le mercredi en avion, en camion, rejoindre un concours, rentrer, monter les jeunes chevaux lundi, mardi, repartir? Est-ce que c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, peut lasser, fatiguer? En tout cas, je pense que le jour où je serai lassé, je serai moins bon. Parce qu'il faut le faire avec envie, passion. Faut pas que ça devienne un sacrifice. Pour moi, c'est pas un sacrifice de partir au concours avec la qualité de chevaux que j'ai actuellement. Si ça, on n'apprécie pas ça, alors faut arrêter. Maintenant, peut-être qu'un jour, je dirais non, là, je suis fatigué. Mais en tout cas, c'est pas le cas actuellement. Vous montez vos jeunes chevaux aussi, qui attendent au show à la maison? Les jeunes chevaux, je les monte quand j'ai le temps, en fait, parce que quand je rentre d'un concours, déjà, je prépare ceux qui vont au concours de la semaine d'après. Et les jeunes, je les monte occasionnellement pour être sûr qu'ils continuent d'évoluer comme on veut. Et pas que je me dise, tiens, celui-là, il bute, il reste un bon cheval, mais les ambitions qu'on a pour faire un championnat, il faut peut-être qu'on revoie les choses à la baisse.
Donc je vérifie que ça suit son cours et que l'évolution reste constante. Après, j'aime bien les avoir, les jeunes chevaux, tôt, parce que comme ça, ils rentrent dans mon système de soins, de maréchaux, d'ostéo, de physio, et on leur donne physiquement les meilleures chances d'accéder au haut niveau sans encombre. Parce que des fois, on peut avoir un cheval qui a déjà pour moi trop sauté dans ses années jeunes chevaux, qui a fait beaucoup trop, et à 8, 9, 10 ans, il est déjà fatigué. Donc, moi, les miens à 8 ans, ouais, ils sont peut-être encore un peu sauvages, mais physiquement, ils sont au top de leur forme. Bon, et en parlant d'un cheval un peu sauvage, on ne peut pas ne pas aborder l'incroyable Caïman, donc qui est avec vous ici au Hermès, qui a énormément évolué l'année dernière, on ne peut pas le cacher non plus. Qu'est-ce que vous pensez de ce cheval-là? En quelques mots, hein, évidemment, je pense c'est un cheval qui est très complet, dans lequel vous basez beaucoup d'espoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui un peu? Caïman, c'est un cheval exceptionnel, voire normalement qui n'existe pas. Il a absolument toutes les qualités qu'on peut imaginer. Il est pour moi au-dessus de tout ce que j'ai croisé dans ma vie. Après, du coup, le caractère aussi. mais c'est pas un mauvais caractère, je dois dire. C'est un cheval qui est pour moi plus intelligent que les autres et qui d'abord se protège. Et quand il se protège ou qu'il est agacé, il monte vite en pression et il explose, il est bouillonnant. Mais plus il me fait confiance et moins il s'énerve, plus il devient normal. Bien sûr, ça prend du temps tout ça, mais c'est un cheval qui est tellement sensible qu'au début, quand il était un peu foufou, c'est vraiment du stress et de l'émotion. Mais malgré ce stress et cette émotion qu'il avait à 200%, il est capable de produire des parcours sans faute à haut niveau, alors qu'il y a que 60% qui, pour moi, est bien. Aujourd'hui, j'approche à 85-90% de perfection. Et là, depuis Herning, dans tous les Grands Prix, c'est-à-dire depuis le mois de juillet l'année dernière, dans toutes les épreuves à 1m60 qu'il a sauté, il a fait une faute. Sans compter les barrages, il a fait une faute, c'est à Amsterdam. Donc le prorata de sans faute à haut niveau, c'est juste hallucinant. C'est quoi la recette pour travailler un cheval comme ça? Est-ce que vous avez mis en place une sorte de procédure? Est-ce que vous avez un cheminement que vous aimez suivre pour rapporter un peu de dressage, un peu de sérénité, en même temps la confiance sur plus haut? Comment ça fonctionne son évolution à Caïman? C'est d'abord le comprendre. C'est à chaque fois avec lui, en fait, c'est pas compliqué. Quand il y a une réaction, elle est toujours. Ce qui est assez simple avec lui, c'est qu'il y a une réaction par rapport à une cause. Donc il faut trouver la cause qui lui plaît pas, régler le problème et passer à autre chose. On est parti au départ avec 100 problèmes. Pour aujourd'hui, on est arrivé avec 15 ou 10. Je veux dire, un tapis qui le gratte, ça peut le rendre fou. Ah ouais, non mais voilà. Attention, quand je dis des problèmes ou des causes de problèmes, ça peut être un éperon, une botte, un bonnet d'oreille qui le dérange. Tout ça, ça peut le mettre dans un stress ou une colère incroyable. Et quand on arrive à vraiment enlever tous ces paramètres extérieurs qui le dérangent, on arrive petit à petit à un cheval normal. On va pas vous prendre trop de temps non plus, Simon. L'interview va bientôt toucher à sa fin. Quand vous prenez un peu de recul sur votre carrière, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez réussi? Je dirais jamais que j'ai réussi parce que je trouve ça un peu prétentieux. Par contre, je pense que j'ai accompli beaucoup de choses que je rêvais d'accomplir plus jeune. Donc, comme je dis toujours, j'ai même été plus loin que ce que j'aurais pu rêver. Parce que voilà, avec les chevaux, de toute façon, il faut rester humble toute sa vie. Mais en tout cas, j'ai un parcours qui me satisfait. Ouais. Peut-être un dernier mot, ce serait pour Hermès Ryan, qui va faire ses adieux à la compétition ici. Vous en avez parlé, hein, vous avez dit que c'était un cheval qui aurait mérité de pouvoir être dans l'équipe médaille olympique, que c'est un cheval qui a tout eu dans sa carrière. On sent beaucoup de reconnaissance du coup pour ce cheval. Quelle est la suite? Est-ce que déjà vous auriez pu rêver meilleure cérémonie d'adieu qu'ici au Grand Palais éphémère? Non, je pense qu'ici, voilà, il a gagné 2 fois. Il est partenaire Hermès lui-même, donc c'est vraiment le meilleur endroit pour faire ses adieux. Il a une carrière digne des 5 ou 10 meilleurs chevaux qui ont existé à travers tous les sports équestres depuis le début, donc c'est un truc vraiment exceptionnel. C'est quelque chose
c'est difficile de trouver des mots pour son parcours. Il a toujours été volontaire. À chaque fois qu'il est rentré en piste, c'était pour gagner. Il a toujours été avec moi à 2000%. Ça, c'est quelque chose qui est formidable. Rentrer en piste, vous savez qu'il va donner 200% de ce qu'il a chaque fois que vous rentrez en piste. Ça, retrouver ça chez d'autres chevaux, c'est peut-être, hein, mais en tout cas, lui, il l'a fait et sur 8 saisons à haut niveau et 12 passées avec moi. Donc, et chaque parcours où je suis rentré, je me suis dit, je peux gagner. Donc, c'est quand même un truc qui... Et à chaque fois qu'on a échoué, c'est pas parce que c'est lui qui a pas essayé, ou voilà, c'est ou moi qui ai loupé, ou une mauvaise décision technique, ou un barrage qui était prise de risque 100%, ou voilà. Mais à chaque fois, on a pu jouer pour gagner. Donc ouais, ne plus l'avoir, c'est quand même quelque chose de frustrant. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Et il va passer à autre chose. On a pu le retirer à Monaco sur une grande victoire. Donc voilà, je voulais arrêter là parce que refaire encore une victoire de ce niveau-là, à l'âge qu'il avait, j'en étais pas sûr, et courir derrière, je voulais pas, donc j'ai dit ok, on arrête. Et vous arrivez à pas chercher un deuxième Ryan quand vous essayez des chevaux, à pas essayer de prendre ce biais-là, d'aller rechercher ce que vous avez ressenti avec Ryan? Non, parce que Ryan, c'était un fonctionnement. Chaque cheval, pour moi, c'est un fonctionnement. Il faut avoir le ressenti. Tous les chevaux, ils ont des points forts, des points faibles. Ryan a tellement de points forts que ses points faibles, il les a gommés facilement. D'autres chevaux, ils ont d'autres points forts et d'autres points faibles. Il faut juste se dire, tiens, le mix des points forts est-il assez grand pour gommer les points faibles? Merci beaucoup Simon, on vous souhaite un très bon saut Hermès. Merci et puis on vous dit à bientôt.